Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez brûlant, comme j'ai l'habitude de dire, qui est de comment évaluer son CTO. Et le public aujourd'hui, pour vous dire, est assez diversifié. Il y a à la fois des gens plutôt côté business CEO, il y a aussi des CTO qui sont en poste, des CTO qui sont en freelance. Donc, il y a un divers public aujourd'hui. Donc, on va essayer d'être assez global pour intéresser tout le monde, mais on a l'habitude de ce genre de public. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Pour vous donner un peu l'ordre du jour d'aujourd'hui, l'idée, c'est que on puisse déjà se présenter un peu avec Laurent au tout début pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Et après, sur le sujet vraiment de comment évaluer son CTO, on voulait voir 3 grandes parties aujourd'hui. Du concret, déjà au début, genre quels sont les red flags qui font que quand qu'un profil peut être détecté en tant qu'un peu mauvais CTO. Donc, on va avoir le fameux débat de qu'est-ce qu'un bon CTO et qu'est-ce qu'un mauvais CTO. Donc, quels sont les red flags qui font dire, OK, en fait, OK, ça, c'est pas forcément un bon réflexe de CTO. Après, on verra l'inverse, quels sont les green flags. Et après, on va parler un peu, apporter un apport théorique aussi sur le rôle du CTO par rapport à nos expériences, quels sont les différents niveaux en fait de CTO, parce qu'on veut CTO, on dit un peu tout et n'importe quoi. Donc, on remet un peu de théorie sur quels sont les différents niveaux pour que Python puisse se situer par rapport à tout ça et voir où on se situe. Donc, voilà un peu l'ordre du jour d'aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre jusqu'à 15 heures sur ce webinaire, aller jusqu'à 14h45 pour la partie un peu plus descendante sur ce qu'on va vous dire avec Laurent. Gardez un quart d'heure de questions à la fin. Donc, vos questions, gardez-les bien en tête. Et à la fin, du coup, on activera les micros pour pouvoir pour faire en sorte que tout le monde puisse poser ses questions. Donc, voilà un peu le déroulé du webinaire. J'espère que ça vous convient parce que vous n'avez absolument pas le choix. Comment ça va se passer. donc, voilà. On n'est pas en démocratie. C'est exactement, il n'y a pas du tout de démocratie. Mais vous pouvez à tout moment, si besoin aussi, poser les questions dans le chat. Le partage est ouvert. Donc, si jamais, voilà. Dans le chat d'ailleurs, vous voyez, il y a un partage Jamboard, c'est un tableau blanc, pas la peine de cliquer dessus. Je vais partager mon écran et voilà quoi. Donc, vous pouvez rester sur la visio, il n'y a pas de souci. Et avant de commencer, je pense, Laurent, du coup, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est peut-être de se présenter rapidement. Ouais. Écoute, je commence en 30 secondes et puis je te laisse la main. De mon côté, moi, je suis Hugo Dupré. Vous avez peut-être vu mon profil LinkedIn parce que c'est moi qui ai posté pour ce webinaire aujourd'hui. Hugo Dupré, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle CoCTO, qui est un collectif de CTO expérimentés en temps partagé. Et donc, on fait soit du recrutement de CTO part-time pour des boîtes, soit du mentoring de CTO. Et pour vous dire un petit peu, à la base, moi, je suis profil ingénieur informatique de formation. Quand j'ai commencé CoCTO, j'étais le premier CTO de CoCTO. On s'est aperçu que le rôle de CTO, il est trop divers. On ne peut pas faire toutes les missions avec mon associé. On a donc monté un collectif de CTO expérimentés qui ont bossé maintenant et qui ont fait le matching. Et donc, du coup, on a accompagné plus de 150 clients là, depuis les 4 ans de création de la boîte. Aujourd'hui, dans la communauté, il y a actuellement 40 CTO qui répartis chez différents clients. Et en tout, dans la communauté, de manière générale, il y a 150 personnes. Et maintenant, on opère un peu partout en France, sachant qu'on a des bureaux à Lyon et à Paris. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus. Je ne suis pas du tout le meilleur CTO du monde. Par contre, j'ai vu beaucoup de missions de CTO différentes, donc j'ai un peu de recul là-dessus. C'est ça que je vais essayer de partager aujourd'hui. Et Laurent, je te laisse la main. Tu fais partie du coup des CTO de la communauté. Et la phrase que j'ai l'habitude de dire pour introduire Laurent, c'est que tu es arrivé dans une boîte qui s'appelle Believe. Au début, vous étiez 4 et tu es parti, vous étiez 2000. Donc, tu as vu beaucoup de choses, mais je te laisse compléter ton profil. Ouais, merci Hugo. Moi, je suis Laurent Topin, je suis CTO depuis une vingtaine d'années maintenant. Mon plus gros parcours, c'est que j'ai été le CTO historique d'un groupe qui s'appelle Believe, qui est le plus gros distributeur de musique digitale aujourd'hui, avec énormément de titres au catalogue. Et comme le dit Hugo, voilà, on a démarré, on était 4. Et j'étais le seul tech, donc j'étais CTO de moi-même. Et puis, la boîte a grandi. On a fait plusieurs levées de fonds, une entrée en bourse. J'ai quitté mes fonctions il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, avec à peu près, c'est ça, 2000 personnes, grosso modo, dont 300, un peu plus de 300 dans les équipes tech et produits.
Donc voilà, l'idée, c'est avec tout ça de vous partager le maximum d'expérience. Du coup, je vais vous, pour faire ça, du coup, l'idée, c'est, j'ai pas des slides. On n'a pas de slides aujourd'hui, ça va être beaucoup d'échanges. Et par contre, ce qu'on aime bien faire, c'est écrire des choses au fur et à mesure qu'on discute. Donc, je vais vous partager un tableau blanc, du coup, je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir noter au fur et à mesure les choses de ce qu'on se raconte. Et voilà. Et donc, le thème d'aujourd'hui, comment évaluer son CTO. Et donc, ce par quoi on va commencer, c'est quand on dit CTO, on dit beaucoup de choses et on ne sait pas trop qu'est-ce qui définit ce rôle. À force d'avoir fait des missions, du coup, nous, on voit qu'il y a des éléments qu'on retrouve souvent. Et on va commencer par donc du coup, ce que nous, on appelle les red flags, c'est-à-dire tous les éléments qu'on peut repérer, les éléments concrets qu'on peut repérer chez quelqu'un et qui font que le profil, on se dit, OK, j'ai des doutes de cette personne en tant que CTO. Et c'est la flag, on le retrouve dans les équipes. Et ça peut être des choses assez variées. Ça peut être quelqu'un qui va dire, par rapport au rôle avec les CEO, par exemple, c'est quelqu'un qui va un peu avoir ce rôle de diva, qui va se sentir vraiment indispensable au projet et qui va faire en sorte de faire comprendre à l'équipe business qu'il est indispensable au projet et qui va créer un peu une scission entre l'équipe business et l'équipe projet. Typiquement, des red flags, c'est quelqu'un qui va dire si je pars de la boîte, tout s'effondre. Ça, c'est une pression qui est mise sur le business, qui est aussi un red flag en tant que CTO. Quelqu'un qui va du coup créer un peu cette différence. Quelqu'un qui va dire quand il y a une idée qui est proposée en disant bah tiens, j'aimerais bien telle fonctionnalité, ajouter telle chose, etc. Dire ok, ça c'est trop complexe, ça c'est impossible. Typiquement, quelqu'un qui va réagir comme ça à une proposition d'idée qui est faite, ceci c'est un red flag en tant que CTO. On va expliquer au fur et à mesure pourquoi, etc. Mais ça c'est pour donner vraiment des éléments concrets. Quelqu'un qui va être aussi peu impliqué dans la partie business, donc quelqu'un qui va, le CTO, la personne technique, qui va dire le business, c'est pas moi qui gère, c'est toi, donc tu fais ce que tu veux, moi je veux pas entendre parler, donne-moi juste les consignes. Donc voilà, ce genre de choses aussi qui peuvent être un peu problématiques. Un CTO aussi qui peut causer problème, c'est quelqu'un qui va être finalement le goulot d'étranglement de l'équipe technique, donc il va être surchargé de travail. On va ressentir qu'il a du mal à déléguer, c'est-à-dire que l'équipe technique, sans lui, est assez peu, pas du tout autonome, fait des tâches assez légères, mais voilà, voire ne recrute personne et prend toute la charge lui. Quelqu'un qui va avoir du mal à aller chercher de l'aide dans les situations difficiles ou avouer qu'il est en situation difficile. Pareil, ça, c'est des choses qui sont compliquées. Et in fine, du coup, si le CTO, si la personne, en tout cas qui se dit CTO, ne donne pas de visibilité sur le développement aux autres équipes, donc les commerciaux, marketing, même des fois l'équipe produit, sur OK, quelles sont les échéances, quelles sont les prochaines fonctionnalités, dans combien de temps tel chantier va être fini, etc. Si c'est quelqu'un qui ne donne pas de visibilité sur le développement, pareil, ça va être un red flag pour le métier de CTO. Et in fine, on peut retrouver même des cas où le CTO met la pression sur le business en disant voilà, de toute façon, vous, le business sans la tech, c'est rien. C'est moi qui suis le plus important de la boîte, etc. Donc ça, c'est un peu des personnalités qu'on peut retrouver un peu en mode diva chez certains CTO. Et les échos qu'on a de CEO qui disent que voilà, les CTO sont des divas. Et ça, pour nous, c'est un truc qu'il faut absolument éviter en tant que CTO parce que c'est pas la bonne posture. Donc ça, c'est un peu l'exemple de red flag. Est-ce que Laurent, tu pourrais aussi peut-être étayer un peu ce que je viens de dire avec d'autres exemples, etc., de manière plus concrète sur des dangers en tant que CTO qu'on peut rencontrer, des postures, des mauvaises postures? Ouais, étoffer un peu, tu as raison, c'est assez malheureux de voir que, on a malheureusement pas mal de retours de CEO qui nous disent que quand ils rencontrent des CTO, la relation est relativement complexe et ils se sentent un petit peu dans des situations de diva. Un des sujets, la raison pour laquelle on a fait cette liste de red flags, c'est parce que vraiment, avant tout, quand on est CTO, on est censé avoir un vrai plaisir à amener le business là où il doit aller avec de la technologie. CTO, c'est un métier qui va très au-delà de la techno, en fait, en réalité. Et beaucoup de CTO n'ont pas beaucoup de jeunes CTO n'ont pas forcément cette vision-là. Beaucoup de jeunes CTO ont démarré comme moi j'ai pu le faire à Believe. La différence, c'est que j'étais déjà CTO, donc c'était un peu différent. Mais
malgré tout, on démarre, on met les mains dans le code au tout début. Si on est au début d'une startup et qu'on est la seule personne tech, eh ben, on met les mains dans le code, on crée de la technologie et voilà. Et petit à petit, on rajoute une personne, deux personnes, etc. Et en fait, c'est là où commence à rentrer le vrai rôle du CTO avec l'ensemble de ces red flags. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut faire en sorte que on puisse recruter, ne pas se rendre indispensable et puis aller écouter le business. Donc, en autre red flag que j'aurais ajouté, moi, c'est la communication. En fait, un CTO, ça doit être vraiment un communicant avec tout le monde. C'est pas qu'avec avec ses propres équipes, mais ça doit communiquer avec le CEO, c'est-à-dire le patron, avec le business, avec les ressources humaines, avec le marketing, les sales, etc. Il doit être capable de comprendre l'ensemble des attentes et l'ensemble des besoins pour pouvoir aider d'une manière générale, technologiquement parlant, ou pouvoir aussi écrire une stratégie technologique qui va amener plus loin que d'être juste le nez dans le guidon et faire du maintien en conditions opérationnelles. Ça, c'est super important. En termes d'expérience, moi, de ce que j'ai pu voir, donc le coup du CTO qui dit si je pars, tout s'effondre, ou si je pars, ça va coûter beaucoup plus cher parce que en fait, par exemple, la personne qui va gérer l'infrastructure technique, c'est un pote à moi, il nous le fait pour 500 balles par mois, et en fait, si je pars, ça va être 50 000. Bon, ça, non, hein, évidemment, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Et puis 50 000 en coût d'infrastructure, ça commence à être pour des très très grosses boîtes. Donc, le gap entre 500 et 50 000, il est quand même très très gros. Et puis le coût si je pars, toute l'équipe part avec moi. Alors ça, en fait, en vrai, il y a une très grosse différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est-à-dire que il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont vous dire, bah, ouais, moi, si un tel s'en va, je me barre aussi. OK, très bien. Mais la vérité, c'est qu'il y a un moment donné, la réalité revient très vite au galop, et donc vous vous retrouvez très vite dans une situation où les gens se rendent compte que, bah, il faut qu'ils payent les factures à la fin du mois, puis que, en fait, c'est peut-être pas si mal que ça. Puis finalement, la nouvelle personne qu'on a mis en place, elle est plutôt relativement sympa. Donc en général, 80 des personnes restent. Il y a 20 de ces personnes qui vont effectivement partir. En fait, il faut pas en avoir peur, parce que, en vrai, si ces 20 de personnes sont parties avec une personne dont vous avez décidé de vous séparer, eh ben, c'est qu'il aurait fallu vous en séparer de toute façon. Donc il y a pas de crainte là-dessus. Problème de communication, donc je disais, la communication, c'est extrêmement important. Je suis intervenu cette année dans une société où il y a eu de très gros problèmes de communication entre l'équipe produit et l'équipe tech. Ça, c'est un véritable challenge. Moi, je l'ai vécu aussi au sein de Believe, des problématiques de com entre la tech et le produit. Et en fait, mon expérience là-dessus, c'est que c'est impératif de faire en sorte que les équipes produits et les équipes tech ne soient qu'une seule équipe. Alors, ça ne veut pas dire que Comment tu voyais du coup, Laurent, les problèmes, comment ça se manifestait, les problèmes de communication entre l'équipe produit et l'équipe tech? bah, ça produisait plus. En fait, Ok. le truc le plus flagrant, c'est quand il commence à y avoir un problème, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Mm. C'est à cause de la tech, c'est à cause du produit, ça avance pas, chacun s'attend, ils font des réunions et puis des comptes rendus de réunion et puis des comptes rendus sur les comptes rendus de réunion, et on s'en sort pas, quoi. Mm. En fait, ça fonctionne pas. C'est impératif de faire comprendre à ces deux équipes-là que c'est pas deux équipes, mais une, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on crée, c'est un produit avant tout. Donc on a besoin de l'équipe produit pour penser les features et puis pour essayer d'imaginer quelque chose de très malin, mais ça doit se faire en mariage avec la tech, parce que la tech va aider à alimenter les idées, à créer le produit euh, Mm. avant même de commencer le code, et puis finalement à faire le code, et ensuite le produit va tester, etc. Donc c'est un mariage qui fonctionne tout le temps, et si ces équipes-là ne sont pas capables de bosser ensemble, c'est déjà un vrai premier sujet et un vrai red flag, parce que Mm. normalement, le CTO devrait être capable de gérer cette situation-là. Mm. Clairement. Et du coup, il y a un sujet d'ailleurs qu'avec le CTO, on avait vu sur un des red flags du coup en tant que CTO, c'est que dans une boîte, c'était on discute en interaction avec les dirigeants d'une boîte d'une
d'une vingtaine de personnes, donc une petite dizaine dans l'équipe technique, sur un sujet ils avaient une marketplace. Ils avaient du coup un CTO qui du coup mettait la pression sur le business, et ce qu'il pouvait dire comme phrase, c'était par exemple justement bah, moi, si je me barre, toute l'équipe part avec moi. C'est moi qui ai centralisé toute la connaissance du projet. Et donc, j'étais bien et main liés, alors que lui, justement, il y avait il y avait tout le temps des retards de développement parce que voilà, il disait non, mais vous pouvez pas comprendre, la tech, ça prend du temps, etc. Et du coup, sous couvert de la tech, c'est compliqué. Il y avait aucune visibilité qui était donnée au business. Et du coup, les deux dirigeants business étaient bloqués par ce CTO et avaient peur en fait de lui imposer des choses s'il pouvait partir, et etc. Donc, il y a ce rôle de diva qui était pris. Et ça, c'est une vraie problématique que eux avaient. Et l'impression aussi que le CTO était indispensable au projet et que s'il partait, c'était être la mort absolue. Alors que finalement, dans la réalité, tout sujet technique peut quand même être repris si techniquement, il y a une personne qui est là derrière Oui. et qui peut arriver, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, évidemment, on peut reprendre Mm. des situations avec un temps plus ou moins long, mais il y a rien d'infaisable. Et je pense Mm. aussi que il y a eu une évangélisation du CTO qui a été faite, notamment avec des émissions comme Qui veut être mon nouvel associé, qui sont super intéressantes parce qu'elles mettent elles mettent à la portée de tout le monde ce qui se passe quand on fait une levée de fonds ou quand on va chercher des investisseurs. Mais malgré tout, il y a eu un appui qui a été fait assez fort, je trouve, sur le fait de, si vous voulez lever des fonds et que vous utilisez la tech, il faut que vous ayez Mm. un CTO associé. Ça, pas forcément. En fait, Mm. Mm. ça dépend vraiment de la situation, donc je ne suis pas complètement d'accord avec eux. Ça dépend de la situation et ça dépend à quel niveau des levées de fonds vous en êtes. Quand vous êtes sur les toutes premières levées qu'on appelle les seed ou les pré-seed, il n'y en a pas besoin. Jusqu'à la série A, on va dire que ça dépend, mais ça grince pas trop des dents. Et c'est vrai qu'à partir de la série B, mais là, c'est pas des boîtes qui vont dans Qui veut être mon nouvel associé, quoi. La série B, on Ouais. commence à lever plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Là, oui, par contre, si c'est une boîte tech, s'il n'y a pas de CTO, ça ne marchera pas. Mm. Mais donc, du coup, ça veut dire que avant d'en arriver là, il faut déjà avoir bien Mm. avancé et on n'est pas forcément obligé de s'enferrer avec une personne qui ne va pas. Mm. C'est ça. Et du coup, nous, après, ça dépend du coup, évidemment, de côté quand on est du coup technique, ça peut être aussi des red flags dont il faut avoir confiance, parce que du coup, bah, moi, quand j'étais CTO, c'était après pareil, Laurent idem. Des fois, on peut se laisser embarquer du coup justement dans ces aspects-là, et le fait de casser la communication ou de pas donner de cette visibilité ou de rompre ça, c'est là où on perd la posture de CTO et de C-level et qu'on se renferme dans la technique, quoi. On va détailler du coup à la suite aussi de tout ça, justement, les différentes compétences et niveaux de CTO, du coup, en fonction des tailles d'équipe, parce que du coup, c'est un rôle qui évolue énormément. Mais déjà, ça donne un peu un aspect un peu des mauvaises compétences, entre guillemets, de CTO. Euh, Par là même, du coup, quand nous, c'est à partir de nombreuses missions qu'on a vu passer et qu'on a vu ces différentes choses. On remarque d'ailleurs que là, il n'y a pas forcément de compétences purement techniques. Le problème est rarement, du coup, aussi technique pur et dur. Parce que c'est plus global que ça, quoi. De manière générale, le truc global du red flag profil CTO, c'est quelqu'un qui va mettre le business au service de la technique. Donc, c'est-à-dire que la technique, c'est plus important, et c'est comme ça que le business va être drivé par l'aspect technique, et c'est comme ça que les choses vont. Et du coup, ça, c'est on va dire, le red flag principal de CTO, là où, plutôt à l'inverse, l'idée, c'est plutôt d'avoir, en tant que CTO, le bon mindset, c'est plutôt de mettre le business au service de la tech. Et c'est là qu'un peu les choses changent. Et je pense d'ailleurs qu'on peut aller sur justement cette deuxième partie, qui sont plutôt les green flags en tant que CTO, qu'on peut aborder. Et je sais pas si Laurent, tu veux commencer par en énumérer certains du coup justement de green flag qui à l'inverse permettent au CTO de se Ouais, repérer. je pense que en fait, quand on est CTO, on aime la techno et on aime les challenges. Et en vrai, lorsque j'ai créé la technologie de Believe, si ça n'avait pas été le cas, Believe ne serait pas là où elle est aujourd'hui parce qu'il y avait tout à faire. Le métier était à inventer. Il n'y avait aucune technologie qui permettait de faire ce qu'on a fait. Le cloud n'existait pas, etc. Donc, on était vraiment sur un
très grand nombre de fois, on était sur des cas de mission impossible. Mais en fait, comme moi, je viens du monde du jeu, j'ai appris que tout est possible et que tout est faisable en tech. Alors, je le dis avec un bémol parce que quand je dis que tout est possible, des fois, il y a effectivement des trucs qui sont pas vraiment réellement possibles, mais il y a toujours moyen de tricher, entre guillemets, pour donner l'illusion que ce qu'on fait a été fait. Un truc tout bête, si vous devez mettre en avant à vos clients un board qui affiche le résultat de ses ventes des dernières 24 heures, vous avez soit la possibilité d'aller taper directement dans les bases de données au moment où la personne se connecte, sauf que quand vous rentrez dans un process industriel où vous avez des dizaines ou des centaines de milliers de clients qui ont eux-mêmes des dizaines ou des centaines de milliers de produits, ben en fait, vous allez faire péter vos bases de données ou alors ça va vous coûter une blinde en cloud pour avoir un système qui répond suffisamment rapidement. Ou alors, vous précalculez les pages, ça coûtera beaucoup moins cher et ça vous permettra d'afficher la donnée directement. Et ça, on le fait dans le monde du jeu, mais on le fait dans le monde de la réalité. On l'a fait plein de fois chez Believe. Donc, tout ça pour dire que tout est possible et faisable. Et en plus de ça, les devs adorent le challenge. Donc, le TPACAP marche souvent très bien. Ça permet de se poser un peu le ciboulot pour aller chercher les bonnes idées. Le CTO en Green Flag, c'est aussi le premier qui va au-devant des équipes business. Donc, quand il est en codir et qu'il écoute les gens, les différents directeurs de services parler des problèmes qu'ils peuvent avoir, il doit instinctivement avoir cette capacité à se dire comment est-ce que je peux les aider. Parce que le CTO, il n'est pas que en train de bosser sur son projet tech à lui. Normalement, c'est le directeur technique de la société. Donc, il doit aussi être capable de gérer ce qu'on appelle le workplace, c'est-à-dire l'ensemble des logiciels qui sont utilisés et trouver des solutions pour aider les diverses équipes à aller plus loin, peut-être même en faisant des développements internes pour gérer les équipes. Un truc qui est très difficile, un passage qui est assez difficile à apprendre, c'est à être capable de se virer soi-même. Alors, être capable de virer soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début d'une boîte, on fait plein de métiers. Hein, on fait CTO, on fait CPO, produit, enfin, on fait la tech, on fait le produit, on fait un petit peu de sales, un peu de marketing, on nettoie les toilettes, on remplace le papier, tout ça. Et puis, en fait, petit à petit, il faut apprendre à se sortir de ces différents métiers. Donc, il faut être capable d'aller chercher des personnes qui sont meilleures que soi pour pouvoir continuer à augmenter. Et ça, moi, je l'ai rencontré pas mal de fois dans les problèmes dans les boîtes, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de fois pas forcément que des CTO, mais en tout cas des managers qui avaient une grande difficulté à aller s'entourer de personnes meilleures qu'elles parce que, par définition, elles avaient peur pour leur propre poste. Elles se disaient, si je prends quelqu'un de meilleur que moi, il va me piquer ma place. Et en fait, ils n'ont pas compris. Alors, tout ça, c'est avec le bémol à condition que, évidemment, la direction soit aussi intelligente. Mais ils n'avaient pas compris que lorsqu'on est manager, on est jugé sur notre capacité à faire aboutir les projets et à s'entourer des bonnes personnes et pas, on ne regarde pas par qui on pourrait le remplacer. En fait, c'est ça le truc de base. C'est pour ça que je dis avec des bémols, parce que dans les grands groupes, la compétition et la politique, c'est vrai que ça existe. Donc voilà. Carrément. Et je voulais compléter du coup ce que tu disais, Laurent, du coup sur par exemple la partie tout est possible dans la tech, c'est notamment du coup si on prend l'autre côté d'un point de vue business quand il peut y avoir du coup des échanges entre équipes qui n'ont pas du tout le même background et directeurs de différentes équipes, justement, directeur donc CEO et CTO par exemple, tiens j'ai envie il faudrait créer rajouter telle fonctionnalité, etc. La fonctionnalité en tant que telle, du coup, peut être genre ce qu'a pensé le CEO, mais peut-être qu'en challengeant le truc, le CTO peut dire, OK, ça, c'est compliqué à faire, c'est possible, mais ça prendrait. Donc, tout est possible, en fait, déjà dans l'idée, c'est juste que ça prend X ans, donc et X budget. Donc, on peut c'est possible. Par contre, ça met 5 ans.
je peux te proposer d'autres alternatives. Si ton but, c'est plutôt d'aller sur tel usage, telle problématique, on peut simplement changer un peu la fonctionnalité de base et aller là-dessus. Dans ce cas-là, je mets une semaine, je dis à tel développeur de le faire et ce serait bon. Est-ce que ça t'irait? Oui, non. En fait, c'est la capacité finalement d'avoir du recul sur les demandes de ces business qui arrivent et sur la technique pour dire, OK, attends, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait au fond et aller creuser pour trouver des raccourcis et cet état d'esprit du coup, tu disais tricher du coup, Laurent, j'ai déjà été ici, mais un peu hacker Ouais, qui c'est est ça. Et puis, il faut être un bon vulgarisateur Mm, de façon générale. Alors, être un bon vulgarisateur, ça veut dire être capable d'expliquer de la technologie à du business qui ne va pas du tout le comprendre et expliquer pourquoi il peut y avoir telle ou telle situation. Mais ça veut aussi dire être capable d'expliquer au business ce que ça veut dire itérer. Et itérer, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire, on mm, commence d'abord par mettre en place des fonctionnalités plus petites, mais peut-être beaucoup plus intéressantes et importantes. Et puis, petit à petit, on ajoute. C'est encore une fois un boulot de communication, c'est-à-dire c'est un boulot de communication et peut-être un peu d'éducation, d'aller expliquer que c'est beaucoup plus intéressant d'amener des fonctionnalités petit à petit plutôt que d'essayer de faire un gros package et de le livrer dans 3 ans. mm. Et je réagis aussi, il y avait un message de. Alors, on va revenir sur les interactions aussi à la fin du webinaire. Donc, on pourra revenir dessus. Du coup, Christophe, tu mettais un message du coup sur la partie se rendre indispensable au projet. Du coup, ça peut être le cas si les budgets sont bloqués et du coup, il y a peu de développeurs, donc le CTO forcément indispensable au projet. Et l'autre, l'aspect, tu disais, le business, c'est pas moi qui gère, c'est toi. Sauf si bah, tu disais donc les directions commerciales et les business sortent un peu le CTO de ces réflexions et même du coup signent des clients sans faire appel, etc. Et du coup, ça c'est vrai. Du coup, dans ces cas-là, effectivement, bah, c'est un peu compliqué pour le CTO d'avoir la bonne posture. Par contre, du coup, c'est important de changer cette situation et de pouvoir bah, du coup mettre en place des choses pour que le rôle redevienne central. Parce que sinon, en gros, il y aura des choses qui pourront. Voilà, en fait, c'est vraiment dans l'état d'esprit, dans la posture aussi qu'il y a des choses qui sont importantes à faire en tant que CTO. Par exemple, son indispensable au projet, c'est dire bah, ok, il faut faire en sorte qu'il y ait de la documentation, que si des gens reviennent derrière et que je pars du projet, quelqu'un pourra monter dessus. Et c'est pas, enfin, et c'est bien. En tant que CTO, faut que je me rende, enfin, pour que le projet puisse avancer, pas que je sois indispensable et pas que voilà, je centralise tout, mais que je fasse en sorte que le projet puisse grandir même sans moi. Et ça, c'est du coup, c'est voilà un état d'esprit à avoir en tant que CTO pour voilà et dans l'autre partie où c'est la partie business qui exclut enfin qui fait des décisions et qui du coup se trouve la partie technique se retrouve un peu en difficulté quand des clients sont signés et qu'il faut faire plein de choses là c'est important de faire remonter du coup tout ça justement aux dirigeants aux dirigeants ouais à l'équipe business dire vous avez fait ces signatures, attention au niveau technique ça a des implications énormes et du coup d'arriver à avoir le bon niveau d'explication voilà et il est possible que selon les profils de business, ça soit plus ou moins facile. C'est vrai que voilà, mais en tout cas, il faut avoir la discussion est importante et la plupart du temps, selon la manière dont c'est amené, ça peut être entendu quoi. Après, Euh, la règle, c'est aussi une règle de confiance, mais ça marche partout, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas juste propre au CTO. ouais, Je pense qu'il y a quand même quelque chose dont il faut que tout le monde soit conscient, c'est que quand on est ce qu'on appelle C-level, donc CTO, CEO, si quelque chose, c'est qu'on est directeur, on est dirigeant. Et donc, par conséquent, le truc le plus important, c'est qu'il doit y avoir un niveau de confiance extrêmement élevé entre les C-level. Si à un moment donné, la confiance est rompue, c'est-à-dire que si, comme Karim le suggère, le CEO se comporte mal et qu'on considère que c'est pas correct, c'est aussi au CTO à prendre aussi les décisions. C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué, difficile, voire impossible de bosser dans des conditions où on n'a pas la confiance du comité de direction ou du board. Donc, c'est c'est ça. que c'est pas le bon, c'est que c'est pas le bon mariage et il faut agir en conséquence. Et Karine, du coup, tu mettais un message aussi intéressant du coup sur manager un peu le CEO et c'est un peu finalement ça que une façon de voir, c'était ce que je disais tout à l'heure de d'expliquer les choses de manière compréhensible, etc., vulgarisant au bon niveau, etc. C'est une façon, on peut s'y voir en mode, bah, justement, il faut arriver à manager les envies, les attentes de CEO, etc. Et c'est un peu ça aussi qui est à faire. T'as bien raison. Puis pour revenir sur le rôle de CPTO dont tu parles aussi tout à l'heure. Et ce que je voulais dire aussi, ouais, sur la capacité à se virer soi-même.
Ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit se dire, je regarde ma fiche de poste, mon rôle a évolué depuis tous les 6 mois. Alors, il y a un des CTO que j'avais interviewé dans une vidéo qui m'a expérimenté, qui me disait que du coup, il y a un CTO d'une grande boîte qui se vire tous les 6 mois. En gros, qui prend sa fiche de poste, qui dit OK, maintenant je me licencie, on va dire psychologiquement, et j'écris ma nouvelle fiche de poste pour les 6 prochains mois à venir, et je regarde si je corresponds toujours aux différents critères. Et si oui, bah, du coup, je me réembauche entre guillemets, donc je continue. Et sinon, je me dis OK, eh ben, très bien, il faut que j'aille chercher des personnes ou une autre personne qui me remplace ou d'autres personnes sur les différents rôles. Et du coup, il y a la capacité aussi au fur et à mesure de la croissance, à bien s'entourer et à savoir qu'on ne sait pas tout. Alors, c'est un peu mal dit, mais ça veut dire ce que ça veut dire du coup. Mais c'est que c'est impossible d'être expert sur tous les sujets et de dire, OK, là j'ai atteint soit sur une dimension technique, c'est l'élément, voilà, je peux pas savoir. Et c'est pas parce que je suis CTO que je suis censé tout maîtriser, non, c'est pas possible. Donc c'est je me suis trompé, c'est avoir cette humilité ce réflexe-là et dire, toute ma vie, il va falloir que j'apprenne et que je progresse. Et donc, du coup, s'intéresser à d'autres choses, se former, etc. Et il y a peut-être le sujet de veille, Laurent, aussi, qui va être important dans les green flags en tant que CTO. C'est ça, en fait, c'est une bonne transition. C'est quand même le côté fun du métier. C'est-à-dire qu'on fait quand même un métier où on n'arrête pas d'apprendre. Alors, il faut aimer ça, hein, mais la technologie, elle évolue à une vitesse phénoménale. Enfin, on l'a vu hein, sur les 12-18 derniers mois, il s'est passé quand même des choses assez dingues. Mais en fait, moi, de l'expérience de Believe, on a vu arriver aussi des tas de trucs. Hein. Comme je vous le disais, quand on a démarré, le cloud n'existait pas. Donc, ça peut paraître dingue quand je vous le dis aujourd'hui. Mais juste quand Believe a démarré, c'était en 2005. 2005, AWS, Azure, Google Cloud, tout ça, ça n'existait pas. Donc, quand on devait faire du site web, avoir de la technologie, etc., on allait dans des data centers, on raquait nous-mêmes les machines et puis on les connectait à un réseau. Enfin voilà, c'était comme ça que ça se passait. Donc mine de rien, il s'est passé énormément de choses parce que l'arrivée du cloud a beaucoup aidé. Aujourd'hui, toutes les fonctionnalités que ça offre, la capacité à scaler automatiquement, à réduire drastiquement la manière dont on exécute du code avec du serverless, etc., c'est quand même devenu complètement fou. Et en fait, ce côté apprentissage, il est génial. Il faut surtout pas l'oublier. Je l'ai vu dans certains CTO que j'ai coachés qui étaient un peu trop le nez dans le guidon. Le truc, c'est de ne jamais oublier de se former. C'est encore plus vrai, d'ailleurs, quand on n'est plus dans le code. C'est-à-dire que quand on commence à monter en compétences et qu'on devient beaucoup plus un manager, on a tendance à oublier un peu ce truc-là. C'est-à-dire que par la force des choses, on arrête de coder, on manage, on gère du business, on fait de la stratégie, etc. Et puis, on a su s'entourer des bonnes personnes, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'est entouré de gens qui sont super compétents, qui sont nos bras droits et qui sont là pour gérer les équipes de DevOps, les équipes de dev, le produit, etc. Mais sauf que il faut quand même garder non seulement une légitimité, mais aussi il faut être capable de continuer à driver stratégiquement la tech. Et pour driver stratégiquement la tech, il faut continuer d'être soi-même formé sur justement les nouvelles technos. Et moi j'aime bien m'identifier comme étant un opportuniste de la technologie, c'est-à-dire que je suis complètement agnostique au langage, à la techno, etc. J'essaie juste de trouver le bon mariage qui va faire que le produit qu'on attend va fonctionner. Et j'ai eu la chance de dîner un jour avec Werner Vogels, qui est le CTO de AWS. Et dans une phase où je me posais ces questions-là, où je me disais comment est-ce que je peux faire pour continuer à me former, et il m'avait dit un truc que j'ai honteusement copié, c'est qu'il m'a dit qu'il réservait son vendredi à sa formation personnelle, à du code, etc. Il m'a dit, je coupe les mails, je coupe le téléphone, sauf grosse urgence. Je suis soit en train d'apprendre un nouveau langage, soit en train de tester un truc que mes équipes ont fait, soit en train de faire du code moi-même, mais je continue à faire ce truc de tech que j'adore. Et j'avoue que dès le lendemain où il m'a dit ça, j'ai mis ça en œuvre. Je l'ai mis en œuvre chez Believe et je continue de le mettre en œuvre aujourd'hui où je suis consultant parce que c'est super important et c'est une rythmique qui est excellente de pouvoir faire ça. C'est ça.
Et du coup, si par exemple, du coup, nous, avant de passer aux différentes réactions en question, de passer tout ça en revue, nous donner aussi une autre info, du contenu un peu plus détaillé sur, en fait, finalement, ce qu'on a appelé les différents niveaux de CTO. Ça donnera un peu de théorie. Là, on a fait quelque chose d'assez pratico-pratique, donc des exemples, des cas concrets, etc. Donc, c'est plutôt qu'un apport théorique, c'était plutôt un apport, voilà, un peu du cas concret, du retour terrain. Et dans la pratique, du coup, il y a différents niveaux de CTO qu'on a identifiés et qui vont évoluer en fait finalement avec la taille de l'équipe technique dans les projets. On a le premier niveau alors nous on appelle niveau 0. C'est un peu provoquant parce qu'on commence même pas, on commence à 0. Mais en gros, c'est quand l'équipe technique, bah, il y a que le CTO. Donc le CTO, c'est le premier dev de la boîte qui va en gros manager jusqu'à deux stagiaires, on va dire, c'est le max. Et du coup, quand un projet se lance, c'est la première personne technique de la boîte qui est par défaut, du coup, finalement devient un CTO. Avant tout, son rôle à 95%, c'est quand même de faire du code. Attention, un petit disclaimer peut-être là-dessus. Quand on parle des différents niveaux de CTO, on parle pour les CTO en CDI, pour les CTO, du coup, notamment des fois en freelance ou en temps partagé, c'est pas tout à fait les mêmes rôles qu'on va retrouver aux mêmes étapes. Parce que sur du part-time, c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour du CDI, en gros, c'est ce qu'on va retrouver. Premier dev de la boîte, enfin, au niveau CTO, niveau 0, premier dev de la boîte qui a managé, voilà, qui est le rôle de lead développeur. Tiens, pour alterner un peu la parole, Laurent, je te laisse décrire le niveau 1 de CTO. Bah, le niveau 1, c'est le cran au-dessus. Le niveau 1, on commence à manager entre 3 et 10 personnes. Donc, c'est vraiment le début du management, c'est-à-dire que c'est vraiment, on commence à sortir un peu du copinage où on est trois à coder et puis on commence à essayer de s'organiser avec un peu plus de décisionnel et puis un peu plus de direction, d'autant plus que là, pour le coup, on commence à avoir des gens qui ont besoin d'avoir une direction et qui ont besoin d'avoir du management. Donc, on a ce début de gestion managériale et puis on a évidemment la mise en place d'un process qualité parce que il faut faire de la communication dans l'équipe, il va falloir commencer à apprendre à déléguer. Et puis, on va commencer à rentrer dans un enjeu de qualité technique qui, à partir du moment où on commence à être plusieurs à mettre les mains dans le code, il faut s'assurer que tout ça s'assemble correctement. C'est ça. Et en général, du coup, au niveau 0, sur le produit, il est encore assez flexible. On n'a pas encore forcément beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients, ça dépend un peu des sujets, etc. Et quand on commence du coup à structurer et à recruter plus de monde dans l'équipe, c'est là qu'il y a une scalabilité qui se met en place et du coup des enjeux, comme tu disais, Laurent, du coup de qualité. Donc ça peut être à ce moment-là aussi qu'il y a des process type développement, enfin CI/CD qui doivent se mettre en place, etc. Donc un besoin pour le CTO ici d'être le lead technique. Et donc là, c'est clairement un rôle finalement qui se rapproche beaucoup de celui de lead développeur. Pour le niveau 1, c'est clairement ça qu'on va beaucoup retrouver. Et du coup, ça me paraît d'enchaîner sur après le niveau 2 de CTO. C'est en gros, on retrouve dans les équipes, management d'équipe, hop là, entre 10 et 50 personnes. Donc là, c'est clairement déjà un cran au-dessus par rapport au niveau 1. Et là, du coup, il y avoir une grosse dimension qui va changer, c'est-à-dire que la partie de leader technique va un peu évoluer. Alors, le CTO reste le lead technique, dans le sens où c'est lui qui va valider in fine les directions, les choix technologiques stratégiques. Mais il sera le moins là au quotidien pour épauler les développeurs sur des sujets divers et variés, et va avoir des relais du coup dans différentes équipes. Il va gérer du coup plusieurs équipes qui vont être des leads techniques dans différentes équipes. Et donc, de niveau 1 niveau 2, il y a ce rôle de technique au quotidien dans les équipes, etc., qui s'éloigne et commence une posture vraiment plus de manager technique qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, à ce moment-là aussi, c'est là où, dans les équipes, le CTO arrête de coder. Alors, ça va tout le temps être pile poil à 10 personnes, mais ne code plus dans le sens où il fait plus de développement de features, etc. Sur les différents sujets. Des fois, ça peut être avant encore, mais en gros, c'est vraiment ce changement-là qui est aussi important dans le métier de CTO et qui doit correspondre à l'évolution et qui peut bloquer éventuellement. Donc ça, c'est pour le niveau 2. Et niveau 3, je te laisse aussi la main
Le niveau 3, ouais, Laurent. c'est ça, c'est au-dessus de 50 personnes. Il faut continuer de savoir bien s'entourer. On a un enjeu qui est sur la performance globale. On a un enjeu aussi qui est sur la façon dont on va organiser ces équipes et j'aurais tendance à dire la hiérarchie, mais en évitant les écueils de la hiérarchie pyramidale. Parce que, en fait, un des risques qu'on a à ce niveau-là, c'est d'ajouter, d'avoir des bras droits. Bon, ça, on l'a dit, que les bras droits aient des managers, que les managers aient des managers et des managers, etc. Et en fait, on se retrouve assez vite dans une situation où il y a plus de managers que de doueurs, c'est-à-dire plus de gens qui, soi-disant, dirigent que de gens qui font. Ces gens qui dirigent, on commence probablement à rentrer un petit peu dans le syndrome du petit chef, hein, c'est-à-dire que, bah, du coup, comme il y a trop de gens qui sont censés prendre des décisions, finalement, il n'y a plus de décisions qui sont prises parce que la majorité de leur temps, ils le passent à essayer de justifier le fait qu'ils bossent et que ils méritent leur salaire, mais ils ne le passent pas à faire en sorte que les features avancent. Et donc, on arrive assez vite à une situation de blocage. Donc, c'est un niveau qui est complexe parce que c'est un niveau où il faut être capable d'être quand même assez adaptatif dans l'organisation et dans la stratégie. Il faut être extrêmement communicant parce que, en fait, on va être itératif. Enfin, il y a pas de, le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas un copier-coller qu'on peut faire en termes organisationnels d'une boîte sur l'autre. Ça dépend vraiment des contextes. Donc, il faut être itératif et être itératif. Si on le communique mal, ça peut être assez perçu comme une incapacité à prendre des décisions. Or, c'est normalement pas le cas. C'est au contraire mûrement réfléchi quand on fait des changements d'organisation. Tout à fait. Et du coup, il y a cette, comme tu disais, du coup, au-dessus de 50 personnes, et coup, après, tu as aussi l'enjeu de bien s'entourer qui devient encore plus important. Parce que du coup, on peut plus suivre tout sur le terrain. Il faut avoir une confiance, une bonne remontée des informations des bons filtres. En fait, il faut que les gens qui sont en dessous puissent filtrer les informations qui sont importantes, d'autres pas importantes et qui peuvent être gérées dans les équipes. Et il y a aussi, Un aussi conseil que, ça. un conseil Ouais. que je peux donner d'ailleurs là-dessus, c'est il faut être suffisamment humble pour ne pas hésiter à se faire coacher. C'est super important et c'est super intéressant. Le coaching, Mm, j'y ai eu recours plein de fois. Ça a été extrêmement salvateur. Je remercie énormément mm, les CTO et les personnes qui m'ont coaché d'ailleurs parce que, en fait, euh, il y a un truc qu'il faut comprendre quand on arrive à ce stade-là, quand on arrive à un niveau 3 de CTO, on est très seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a plus de copains, il y a plus vraiment de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous ne pouvez échanger qu'avec vos pairs. Et donc, du coup, et vos pairs, en général, ils sont en dehors de la société. Et donc, du coup, être coaché, avoir une capacité d'échanger, pouvoir discuter de situations expliquer. Et quand je dis discuter de situations, c'est aussi discuter de situations sur lesquelles on s'est planté en termes de décision. C'est extrêmement enrichissant, en fait, d'avoir des retours de personnes qui soit peuvent expliquer une autre façon de faire, soit peuvent permettre de voir les choses sous un angle différent. ouais. Et disclaimer du coup aussi par rapport à ce que dit Laurent, importance de se faire coacher, que ce soit via des gens de votre réseau, via comme Cositio on le fait, via Cositio ou toute autre chose, hein, de manière générale, hein, 100% que par nous, il y a pas de, enfin il y a d'autres solutions, etc. Mais c'est ça que c'est important de se faire d'avoir ce challenge. Et comme on arrive d'ailleurs du coup au bout des un peu dépassé du coup les 45 minutes du début. Bah écoutez, je vous propose, là on a les différents sujets, les niveaux, les green flags, les red flags, de prendre les questions au fur et à mesure. Et je vais voir déjà si dans la, hop, euh, euh, ouais, je vais regarder les questions du coup de la messagerie. Mais en tout cas, je vais du coup essayer d'activer les micros, donc c'est pas trop le bazar en tout cas, pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Hop là. Peut-être vous pouvez Euh, lever la main pour voilà. les questions. Ouais, je tente un allumage de micro et puis on verra si, s'il y a trop de bruit. Hop. Vous avez la possibilité du coup d'activer au micro. Et ouais, comme disait Laurent, peut-être levez la main ou mettez un message
dans la messagerie pour qu'on puisse vous interviewer, entre guillemets. Il y a déjà quelques questions. Ouais, de Daniel, je vois, quand on est deux profils Ouais. business, on décide quelle voie privilégier pour développer un MVP. Avantages, désavantages d'une agence, d'un freelance, d'un CTO à temps partagé. Vas-y Hugo, commence. Ouais. Je commence et puis je complète. Mais j'ai mon avis, mais je veux bien le tien. Ok, ça roule. Typiquement, du coup, dans cette phase de MVP, au-delà du profil, déjà avant de parler de l'agence freelance, etc., il y a l'état d'esprit qui va être hyper important. Du coup, c'est la partie compétences produits. Alors, je vais peut-être arrêter de partager aussi pour qu'on soit plus grand. Il y a les différentes compétences techniques qui sont importantes au début et il y a la compétence du coup produit, hashtag et les coûts, c'est ce que disait d'ailleurs Karim à un moment donné sur le rôle de CPTO. Donc il y a aussi un rôle qui existe entre Chief Product and Technical Officer. Donc quelqu'un qui a à la fois la responsabilité du produit. Donc quelles sont les priorités pour le produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier, qu'est-ce qu'on va faire après. Quel est le MVP, quelles sont les fonctionnalités minimales à avoir dans le premier projet. Et ça va être hyper important du coup de l'avoir du coup dans cette phase de MVP, d'avoir cette mindset de dire qu'est-ce qui est vraiment important et comment est-ce que je peux simplifier au maximum ça et le faire le plus simplement possible. Et du coup de couper les fonctionnalités et d'aller au cœur du business et de faire. Du coup, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont offertes sur les projets en lancement, soit du vrai code, soit du low code, soit un peu entre les deux. Les développements, pour la même chose, tu vas avoir un développement qui va prendre 40 jours ou 2 jours selon la manière dont c'est fabriqué. Et typiquement, si tu vas avoir un freelance spécialisé dans une techno, il va te dire, par rapport à ce que tu veux faire, ça va prendre 10 jours, parce qu'il va penser à sa techno, etc. Donc, si tu vas avoir un expert technique au début d'un projet, il va te donner ses explications dans sa techno. Donc, pour lancer ton MVP, la compétence qui va être hyper importante au début, c'est quelqu'un qui soit plutôt agnostique en termes de technologie et qui ait de recul sur le business et cette mentalité produit pour aller dire, OK, par rapport à ce que tu veux faire, le but, c'est de tester le marché, c'est d'avoir des premiers clients, c'est d'avoir 100 clients. En fait, par rapport à ça, il y a peut-être techno. Là, ça mettrait 2 jours, là, ça mettrait 10 jours, là, ça mettrait 100 jours. Avantage, inconvénient de chaque option et que tu puisses décider avec ces personnes-là. Donc, ça, c'est ce que tu peux retrouver avec un CTO part-time, par exemple. C'est ça exactement ce que j'allais dire. Je pense que c'est pas un choix à faire entre un CTO part-time, enfin un CPTO part-time, un freelance ou une agence. Je pense qu'avant tout, il faut que tu cadres ton besoin, comme le disait Hugo. Donc, ça vaut le coup de prendre 1 ou 2 jours d'un CPTO ou 3-4 pour faire un audit et qu'il soit capable de te diriger vers les bons choix. Il faut y faire extrêmement attention parce que moi, j'ai vu le cas d'une boîte qui a voulu se faire accompagner absolument d'une agence pensant pouvoir avoir la main sur un truc, qu'ils les ont mis dans un système complètement compliqué, mais parce que c'était leur zone de confort, pour faire un site web qui, au final, n'était pas un site web avec une audience de malade. Donc, du coup, ils ont mis un TGV là où il fallait une petite voiture tranquille, quoi. Donc, c'est dommage, en fait. Et ça on peut se limiter avec un CPTO qui vient vous donner les bonnes directions à prendre. C'est ça. Et pour finir là-dessus, après, au niveau des avantages, inconvénients, etc., agence, l'avantage, c'est que tu vas avoir plusieurs compétences groupées dans le même bateau qui vont pouvoir intervenir en même temps. Donc, c'est un peu un tout en un. Donc, à la fois peut-être designer, à la fois développeur sur plusieurs technologies, etc. Par contre, tu vas avoir un surcoût qui va être lié à ça et une organisation un peu plus fixe. Donc, c'est pratique pour faire une première version. Pour les évolutions, en général, ça crée un peu des problèmes parce que c'est moins souple. Donc, c'est bien pour construire une première version. Il y a un surcoût, mais tu as plusieurs compétences, donc c'est pas mal. Par contre, dans la phase de fit to market où le produit doit évoluer rapidement, souvent, tu as des problématiques qui arrivent à ce moment-là quand tu mets ton produit sur le marché. Et donc, il faut trouver une autre solution à ce moment-là. Et il faut que tu aies encore du budget après parce que sinon, tu vas être coincé. Donc, voilà. Partie agence avantage inconvénient, c'est un peu ça. Freelance, du coup, il y a plus de souplesse. Par contre, tu as les compétences d'une seule personne. Donc, il faut être sûr de la personne avec qui tu vas travailler. Quelles est déjà les technologies que toi, qui vont être cohérentes par rapport à ton besoin, quoi. Et le freelance peut potentiellement aussi, on a déjà vu, peut-être se barrer à un moment donné et puis jamais donner de nouvelles. Donc, c'est une confiance à avoir et un risque de ce côté-là, mais tu as sans doute un coût moins élevé. Et si tu es au part-time, et du coup, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir plus d'expérience, qui va pouvoir conseiller, mettre en place si c'est simple ou faire appel à quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Donc, c'est une solution plutôt sécurisée. Forcément, après, je prêche un peu ma paroisse, mais là-dessus, et qui apporte une dimension de conseil. Donc, si tu sens que tu as besoin de conseils sur des éléments pour gagner du temps, quand tu diviser par 2 le développement d'un devis, etc., ça peut être un conseil à aller chercher. Et avec plaisir, il faut prendre d'autres questions aussi, du coup.
Ouais, sur le, bonjour, sur le sujet. vous Ouais, m'entendez bien? Salut ouais. Hugo. Ah bah salut Thibaut. Très content de recroiser, je t'avais pas vu. Enchanté, donc Thibaut, je suis CEO d'une boîte tech spécialisée en santé. Et quand j'ai vu le sujet du talk aujourd'hui, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai directement pensé, moi, à une évaluation du CTO sur des aspects plutôt financiers liés à la rémunération. Et je voulais avoir un retour d'expérience. Toi, Laurent, peut-être qu'avec une expérience dans une grosse boîte, j'imagine que tu avais une grosse partie de ton package qui était sur du variable. Quel type de critères d'évaluation, d'objectifs on affecte à un CTO? À quelle fréquence, généralement, j'imagine qu'il n'y a pas de règle, ça dépend de la stratégie autour du variable de la boîte également. À quelle fréquence c'est évalué? Est-ce que c'est revu de manière semestrielle, annuelle? J'aimerais bien avoir un peu ton avis sur le sujet. À C-level, il est d'usage d'avoir des OKR qui sont alignés sur la boîte. Donc, en règle générale, alors effectivement, tu as un variable à C-level. Moi, j'avais 20% de variable annuel. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait des OKR en début d'année, donc des objectifs en début d'année, avec un certain nombre de points à atteindre d'ici à la fin de l'année. Mais ce qui était super intéressant, c'est qu'on nous avait appris, et on gérait ça de cette façon-là, on nous avait appris que les OKR, ils sont normalement pas faits pour être atteints, mais ils sont faits pour être malléables. Parce que sinon, tu mets tout le monde dans une situation d'échec. La réalité, c'est que tu te rends très vite compte qu'en business ou en technologie, quand tu t'écris des objectifs en début d'année et que tu regardes à la fin de l'année ce que tu avais écrit en début d'année, tu n'y es pas du tout. Parce que pour X ou Y raison, tu as changé certaines directions, tu as eu d'autres types d'urgences, etc. Et il ne faut pas que ce soit discriminant, parce que sinon, si tu le fais, si tu le gères de manière complètement fermée, tu mets les personnes dans une situation de frustration, parce que de toute façon, ils disent j'arriverai jamais à atteindre mes objectifs, parce qu'en fait, en réalité, ça change tout le temps. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une review trimestrielle. Et avant de faire une review trimestrielle, si on changeait qu'un objectif allait changer, on se le disait clairement, et on modifiait nos OKR. Et du coup, en Et termes de, peut-être, Thibaut, c'est en termes de montant de salaire brut, c'est ça, non, par exemple? Ouais, bah, tu as dit 20%, j'imagine que c'était l'équivalent de 20% de ton fixe, Laurent, grosso Ouais, modo. c'est Ouais. 20% du fixe annuel. Ouais. Et les critères, tu avais du quanti, du quali, tu avais du managérial aussi, du RH sur la fidélité de ton équipe. Comment c'était représenté, ça? Combien de critères tu avais? Enfin, c'est vrai que c'est difficile, hein. Voilà, moi qui Ouais, suis directement un CTO, j'ai pas du tout de visibilité. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, je suis incapable de juger la qualité de son travail. Ce que je vois, c'est l'avis du client au final. c'est super adaptatif à ta boîte, en fait. C'est très difficile de te répondre comme ça avec une Ouais. recette toute faite, parce que en fait, c'est pas évident. Ça dépend vraiment de tes objectifs business. Moi, j'ai eu par moment des objectifs qui étaient purement liés au produit. C'est-à-dire Ok. sortir telle feature à ce moment-là, basculer sur telle technologie, machin, etc. Mais j'ai eu aussi des objectifs à une certaine période comment dire, d'équilibrage homme-femme dans les équipes tech. Alors, en pondération de ce qu'on peut faire en tech, hein, parce que du 50-50, malheureusement, on aimerait bien, mais c'est extrêmement difficile chez les devs et tout ça. Mais ouais, voilà, tu vois, sur la partie RH, j'avais une partie de mon bonus qui était pondérée sur ma capacité à réaugmenter l'équilibre en faisant rentrer des femmes dans les équipes. Tu vois, tu peux mettre tout du moment que c'est en accord avec ton CTO, en fait, Et et surtout avec le business. ça se voit une partie du variable évaluée sur l'atteinte des lignes du compte du résultat de la structure? Ouais, en fait, nous, on partait du principe que nous, ce qu'on aimait faire, et parce qu'on le faisait aussi à nos managers, c'est que on aimait partir du principe qu'on allait payer les bonus, en fait. Ok. Donc on le provisionnait, ça fait partie du package et c'est provisionné. Et en fait, il y a même eu une période de la vie de la boîte où on s'était donné la capacité à pouvoir donner 120% de bonus. Donc, en fait, on donnait du coup des KPI d'atteinte, c'est-à-dire on disait si tu arrives là, c'est 60% du bonus, si tu arrives là, c'est 80, si tu arrives là, c'est 100, et si tu dépasses, c'est 120. Ok. 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 Donc ça te fait une petite motivation supplémentaire, quoi.
Et je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'avais une autre question si personne d'autre n'en a. J'en profite, Rudy, du coup, peut-être tu peux poser ta question, Thibaut. Juste, Rudy, précise du coup la taille de ta structure et comme ça permettra d'enchaîner sur ta question juste après celle de Thibaut. Ouais, on a 15 salariés aujourd'hui. Voilà. Ok. Et Et du coup, l'autre question, c'était, j'ai souvent un décalage. Enfin, moi, quand je discute avec notre PO et notre CTO, on a une vision produit, enfin une roadmap qui est remplie sur les 9 à 12 mois en termes de fonctionnalités pour les utilisateurs. Et les devs de la boîte nous disent souvent, nous, on n'a pas une visibilité au-delà de 3 sprints. Et j'ai l'impression, entre ce qu'on a en tête au niveau vraiment business et ce qui vraiment est communiqué en termes de job pour les devs, qu'il y a un énorme décalage. Alors, je ne sais pas si c'est un mot commun dans les startups, dans les boîtes tech, ou si c'est un truc qui est vraiment atypique et sur lequel on doit bosser. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses, de symptômes. Ouais, c'est juste, je t'interromps, Laurent, juste avant de répondre. Comme on arrive à 59, nous, on a un peu de temps avec Laurent pour prendre vos questions, du coup, sur les 5-10 minutes qui restent après l'événement. Si jamais, du coup, vous voulez rester pour écouter les questions-réponses, etc., avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense peut-être qu'on vous ajoutera sur LinkedIn ou ajoutez-nous en tout cas sur LinkedIn si vous voulez continuer les échanges avec plaisir pour en discuter en one-to-one avec chacun aussi d'entre vous. Et puis de suivre du coup à la fois mon profil et la page CoCTO pour d'autres webinaires, etc. Et si vous voulez nous envoyer vos retours sur ce webinaire, on est très très preneur de retours aussi pour les prochains sur d'autres sujets qui vous intéressent. On va faire plein de choses, donc ça va être excellent. Donc voilà, donc au revoir de ceux qui doivent partir maintenant et continuer ceux qui veulent rester. Voilà les questions-réponses. du coup, Thibaut, redis-moi juste, rappelle-moi juste la dernière question. Ouais, et puis moi, je suis désolé, j'ai une question qui va commencer, une réunion qui va commencer dans 2 minutes, donc je vais devoir y aller. C'était juste, en fait, la roadmap au niveau business, on a Ah oui, souvent plein de trucs en tête. On se dit, on a de la visibilité à 9 mois, et vraiment dans l'opérationnel, ils ont 3 sprints qui sont remplis, donc nous, c'est des sprints de 2 semaines. Et au-delà, ils nous disent, mais en fait, on n'a pas de la vision long terme sur le produit. Et je trouve ça hyper difficile, surtout que je suis fondateur de la boîte, c'est un peu mon bébé. Du coup, moi, je vois très bien ce qu'il va devenir dans 12 mois. Et je ouais. comprends très bien que des points de vue d'un collaborateur, ce soit difficile de s'imaginer ce que j'ai dans ma tête si je le retranscris mal. Je sais pas si c'est un problème de, voilà, donc je savais pas si c'était un truc sur lequel on peut bosser, s'il y a des petits tips sur ce genre de truc. Ouais, carrément. Carrément, c'est une histoire de communication, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça s'adresse super facilement, en fait, ce genre de truc-là. Moi, en tant que CTO, je faisais, et avec tu vois, la quantité d'équipes que j'avais, je faisais un webinar tous les mois où je communiquais la vision business à plus loin que leur sprint. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pour les techs, c'est de voir les 2-3 prochains sprints. Ça leur permet d'agir de manière itérative et lean, tu vois, parce que c'est pas un cycle en V, donc voilà. Mais malgré tout, tout le monde en fait a besoin d'avoir une stratégie et a besoin de savoir où est-ce qu'ils vont. Des fois, si l'équipe produit, je sais pas si c'est assez séparé, enfin si c'est séparé produit tech ou si c'est bien mélangé, mais des fois, tu peux te retrouver aussi dans une situation où ton équipe produit, elle communique pas assez au-delà Mm, des sprints qu'il y a sur le board et ça mm, marche pas bien. Donc, tu peux tacler le truc, soit toi en faisant en tant que CEO une com globale, soit en organisant avec ton CTO une com mensuelle qui permet de. Enfin, tu vois, et ce qu'il faut, c'est que moi, un truc que je faisais, c'est que je voulais pas monopoliser trop la parole. Donc, je faisais une petite presse rapide de genre 5 minutes. Et après, je faisais tous les mois intervenir en fait des responsables d'équipe pour qu'ils présentent un projet, un prochain projet sur lequel on allait bosser. Tu vois. mm, mm. Ok. Mm, Bon, et puis je vous laisse là. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant en tout cas. ça roule. Ciao. Merci Thibaut. Donc Rudy avait une question. Est-ce que j'avais juste qu'il soit encore du coup dans les participants? Et il y a Euh, Jérémy qui lève ouais, la c'est main. bon. Peut-être je réponds rapidement du coup à Rudy qui demandait du coup une équipe de quatre, est-ce qu'il faut un CPO au-dessus du CTO? Est-ce qu'il faut les deux postes, etc. Sachant que tu es en seed et qu'aujourd'hui tu as 4 personnes du coup dans la boîte. Je pense que du coup, clairement, le CPO va pas participer forcément au développement et pas développeur du coup de métier, en tout cas par définition. Du coup, dans une équipe de 4 personnes, le rôle de CPO, il doit être partagé, il doit être pris par quelqu'un.
mais qui ne doit pas être full-time dédié à ce rôle-là parce que c'est trop tôt dans la boîte. Donc, ça peut être dans ce qu'on a vu, soit le CEO, soit un des fondateurs, en fait, qui a cette casquette-là, ça peut être des fois le CEO, je disais, voilà, le CEO, le COO, enfin, si c'est plus sur le rôle opérationnel, etc., qui peut être partagé à ça, soit le CTO qui a cette casquette-là produit, à condition que du coup, il ait cette appétence business et cet esprit hacker et pas trop technique. Et donc, du coup, est-ce que le CPO est au-dessus du CTO? Là, je pense, quand tu dis ça, confirme-moi, mais le CTO est peut-être le premier, enfin, et le développeur et le premier dev de ta boîte, ou tu es le CTO et le premier dev de ta boîte. Est-ce que tu dois prendre quelqu'un dessus de toi? Je ne sais pas. Enfin, du coup, si tu as une question, si tu poses la question de hiérarchie, c'est que je pense que tu as envie que ton CTO ou toi en tant que CTO, tu aies des directives du coup plus fortes que tes produits, qui ne sont pas encore le cas aujourd'hui. Euh, et du coup, je pense que c'est plutôt ça le souci. Alors, plus qu'un CPO, c'est qui décide des priorités et met un peu les deadlines et comment sont décidées les choses. Ouais. Ça me paraît trop tôt pour avoir un CTO, un CPO full-time, en tout cas, dans la même boîte. Ouais, c'est ça. Euh, 4 personnes, donc, CPO, CTO, ça fait beaucoup. c'est moi le PM et le CEO. Voilà, ouais, du coup, voilà. Donc, après, à voir toi si du coup tu veux monter sur ce rôle-là de produit et du coup, éventuellement te former sur ce sujet-là de méthode de produit, de priorisation, etc. Ou le piège, c'est que si tu es aussi commercial dans ta boîte, tu auras une vision produit commercial. Donc, c'est bien au début parce que du coup, le produit va aller vite en fonction des évolutions clients, mais des volontés des clients. Mais sauf que quand tu as beaucoup de clients, si tu fais évoluer tout en fonction de chaque client, du coup, le développement va être trop compliqué et les produits et les développeurs vont se perdre et il y aura des retards. Enfin bref, ça va être le bazar. Donc il y a aussi, toi en tant que CEO, est-ce que tu veux évoluer vers ce rôle de côté product qui est différent de commercial par exemple? Et sinon, après, tu as la partie éventuellement part-time. Donc, du coup, CPO part-time, CPTO part-time pour le temps de remettre les choses d'aplomb qui peut arriver. Encore une fois, via nous ou via d'autres solutions, hein. Il faut être plutôt neutre, mais ça peut être aussi une solution. Donc voilà, est-ce que j'ai loupé une question du coup d'ailleurs? Il y avait Jérémy qui avait levé la main. Je sais pas si tu m'as Jérémy, entendu. Ouais. ouais, je t'ai entendu. Jérémy est encore parmi nous. Le micro est coupé, Jérémy. Et comment? Oui, non, oui. J'attendais juste on me donne la parole. Vas-y. C'est bon. Pour pas imposer trop. Merci, hyper intéressant. Je suis dans un milieu startup, vraiment au début, quoi. Et je croise beaucoup de binômes CEO, CTO, enfin, moi je suis plutôt tech, donc je vois des red flags chez les CTO, de Ouais. ce dont vous avez parlé au début. Mais je comprends bien la posture du CEO au début, de prendre un peu ce qu'il trouve. Il n'y a pas de budget, donc il prend un développeur qui a l'air de s'y connaître, mais il a du mal à estimer si c'est le cas. Et, euh, et en fait, je vois que souvent, le CTO a des méconnaissances business, point de vue business. Ouais. Donc, trop tech ou pas de priorisation Mm. des tâches. Et donc, je vais voir si, selon vous, ce genre de profil, euh, selon votre expérience, a tendance, peut évoluer, ou si c'est pas intéressant. Je vous pose ça dans une question, dans un sens bien précis, c'est j'aimerais faire de l'accompagnement pour ce genre de profil. Donc, que les Mm. CTO aient plus de business et que les CEO aient des connaissances qui permettent de se mettre à la place du CTO pour comprendre comment aborder les choses. Voilà. Mm. Si je peux commencer, Laurent, en répondant à une première de tes questions, du coup, Jérémy, qui était genre, du coup, souvent les CEO prennent un peu ce qu'ils peuvent en tant que CTO quand ils n'ont pas dans le réseau quelqu'un, enfin, ils trouvent quelqu'un et ça devient le CTO de la boîte. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que le rôle de CTO, enfin, qu'on dit dans le milieu CTO en tout cas, commence vraiment à partir du niveau 2 dont je parlais tout à l'heure, donc c'est à partir de 10 personnes à manager une équipe technique. Donc, la première chose, c'est la définition vraiment du rôle de CTO. Sachant que par défaut, du coup, on est CTO avant tant qu'on est le chef technique, mais on n'est pas encore directeur technique parce que ça n'a pas de sens avoir une équipe de 10 personnes. Et du coup, potentiellement pour les projets qui démarrent sans CTO, qui trouvent du coup
un dev qui l'associe. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut simplement être le premier, enfin, l'associé technique sans être CTO et sans dire que cette personne-là va devenir CTO et rester CTO tout au long de la vie de la boîte. Et ça peut être simplement le premier dev qui est associé parce que, en fait, il fallait trouver une solution pour développer à moindre coût le truc au début et c'est OK, tu vois, c'est pas un problème, mais ça peut être une solution vraiment à avoir en tête, de dire, en fait, je recherche pas un CTO, je cherche juste le premier dev associé de ma boîte qui aura pas les fonctions CTO plus tard, mais au moins à qui je peux avancer. Et du coup, il n'y a pas de problème pour après trouver d'autres personnes, compléter l'expérience, l'expertise avec d'autres personnes aussi là-dessus, quoi. Ouais, et puis Ça répond pas à ta question finale, mais voilà, c'est l'introduction. je pense qu'en tant que CEO aussi, il y a un piège auquel il faut faire attention, c'est que, et encore une fois, c'est un petit peu véhiculé par la pub autour des startups et de la manière dont ça se monte aujourd'hui. Il faut faire attention au piège du CTO associé ou du dev associé. Parce que aujourd'hui, moi, je le vois de plus en plus, je vais faire un peu mon vieux con, mais je vois beaucoup les jeunes qui disent je veux bien participer à ce truc-là, mais je veux des parts et tout. Ils n'ont aucune notion de qu'est-ce que ça veut dire, de combien on parle, etc. Moi, j'ai déjà vu des clients qui m'ont dit, les mecs m'ont demandé du 10%, 15, 20, 30% de parts, un truc inimaginable. Donc déjà ça, je pense qu'il y a un problème d'éducation qui s'est fait autour de ça. Et surtout, ce que j'allais dire, c'est que si tu pars du principe en tant que fondateur que la technologie est importante et que tu veux incentiver ton responsable technique, CTO ou premier dev, quel qu'il soit, fais un montage qui permet de donner une perspective, c'est-à-dire privilégie ce qu'on appelle les BSPCE. Ça veut dire et diluer dans le temps. Ça veut dire que tu ne donnes pas, le mec il arrive et bim, tu lui donnes tout de suite des actions parce que tu ne sais pas ce qu'il vaut, tu ne sais pas ce qu'il vaut dans le temps, etc. Mais si tu privilégies un montage dans lequel tu dis, voilà, il y a un délai de 1 an et demi de carence sur lequel, pour l'instant, tu ne touches rien, mais tu cumules des trucs. Et ensuite, tous les ans, tu prends 0,25% capé à, je ne sais pas, 1-2%, ce qui permet de fidéliser aussi ton gars ou ta nana dans la boîte et lui donner un véritable objectif, en fait. Ouais. Et pour rapprocher du coup le CTO et CEO, enfin donner au CTO les compétences plus business, il faut qu'un CTO travaille, c'est ses compétences produits. Donc typiquement qu'au-delà d'être CTO, il faut que ce soit le mieux pour que ça devienne un mec plus business. C'est le plus facile, c'est que ça devienne un peu le CPO aussi de la boîte, dans le sens où c'est lui qui va aller chercher les retours clients par exemple et qui va déterminer les priorités. Donc en se confrontant aux utilisateurs, en ayant OK, interview, product discovery, enfin un peu tout ce monde-là du monde produit, ça va obliger le CTO à sortir de son zone de confort qui est la tech et du coup d'aller plus sur le business, enfin en tout cas les retours utilisateurs et d'être plus dans ce rôle-là. Donc ça va engager chez lui un changement d'état d'esprit qui va faire qu'il pourra développer cette partie plus business. Enfin, c'est une façon de le faire. Et pour que le CEO s'aperçoive au contraire que l'importance des enjeux tech, etc., il faut que le CTO puisse lui expliquer, vulgariser, expliquer pourquoi, comment, etc. quoi. Donc ça, j'aurais moins la réponse comme ça pour le point pour la partie CEO, pas comprendre les difficultés, mais ça va être le rôle du CTO justement d'arriver à expliquer ça quoi. Merci beaucoup à vous deux. Voilà. Merci Jérémy. Et du coup, on arrive à la fin du timing qu'on s'est un peu dépassé pour les questions-réponses. Donc encore une fois, merci à tous d'être restés. Du coup, en plus, il y a encore beaucoup de monde qui est encore là, donc c'est très sympa. Si vous voulez continuer les échanges, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur LinkedIn. On vous répond directement. Donc soit à moi, soit à Laurent. Et puis voilà, après on a vos retours aussi sur le webinar. Ajoutez-nous. Et puis au-delà des échanges sur LinkedIn, si vous voulez qu'on prenne rendez-vous derrière, évidemment avec plaisir pour discuter, sans pas de bosser ensemble, mais pour continuer les échanges avec plaisir. Puis si vous voulez bosser avec nous, avec plaisir aussi. Oui. Mais voilà, mais le but c'est surtout d'apporter de la valeur. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bon après-midi à tous. On a fait en plus le moment le plus difficile de la journée ensemble, c'était la digestion. Donc merci à tous de nous avoir suivis dans ce long périple.